Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ravi de vous retrouver sur ma vidéo numéro 2 en géologie français, destinée pour les élèves de la deuxième année baccalauréat sciences expérimentales, option PC et SVT, sur le thème chaîne de subduction, caractéristiques géophysiques et pétrographiques, réalisé par M. Tokhi, professeur des sciences de la vie et de la terre, professeur des écoles. Si c'est votre première visite à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi pour nous soutenir, un like pour qu'on puisse toujours vous ramener de nouveautés sur les cours en SVT. Les chaînes de subduction donc. On va traiter d'abord c'est quoi la subduction. Deuxièmement, quels sont les paramètres de mise en évidence de la subduction. Troisièmement, on va traiter les caractéristiques des chaînes de subduction. Et enfin, les étapes de formation des chaînes de subduction. Alors, la notion de subduction. Observons le schéma. C'est une subduction océano-continentale. On remarque qu'il y a deux plaques lithosphériques. Une plaque totalement océanique et une plaque continentale. On remarque que la plaque océanique plonge sous la plaque continentale. C'est le phénomène de subduction. Donc, la subduction, c'est un processus par lequel une plaque tectonique océanique qui est dense, qui plonge sous une plaque totalement continentale. Quelles sont donc les caractéristiques structurales et géophysiques des ondes de subduction? On va prendre comme exemple les ondes qu'on trouve sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, avec une longueur qui peut atteindre jusqu'à 7100 km, une épaisseur étroite de 500 km. Ces zones-là reconnaissent aussi une fosse océanique de 8000 mètres de profondeur. Cette zone aussi, elle reconnaît une activité sismique et volcanique, ce qui lui donne le nom de marge active. Alors, quelles sont les données géophysiques? On va traiter d'abord la répartition des foyers sismiques, deuxièmement les flux thermiques, troisièmement les anomalies thermiques, et on va parler des prismes d'accrétion. Alors maintenant, répartition des foyers sismiques. Observons sur le schéma de la répartition, de la localisation des chaînes de montagne, on a vu la cope AB. Alors, on remarque qu'il y a une répartition des foyers sismiques selon un plan incliné sur la plaque continentale, sur le continent de l'Amérique du Sud, à partir de la fosse. Alors, les foyers sismiques sont répartis selon un plan incliné qui s'appelle le plan de Benioff. Bien sûr, on remarque, plus on s'éloigne de la fosse, plus que la profondeur des foyers sismiques devient de plus en plus grande. Remarquons le schéma encore qui est encore plus clair que l'autre. Là, on a la fosse océanique, le plan de Benioff, et là, la répartition des foyers sismiques. Comme j'ai déjà dit, à partir de la fosse, au niveau de la fosse, les foyers sismiques sont superficiels. Plus on s'éloigne de la fosse vers le continent, plus que la profondeur des foyers sismiques devient de plus en plus profonde. Ceci va nous ramener à avoir aussi d'autres paramètres qui vont mettre en évidence la présence ou l'installation d'une subduction. Remarquons sur le schéma. Toujours, on a une plaque océanique, une plaque continentale. Là, on a une dorsale médio-océanique, source de l'expansion océanique. Le diagramme d'en haut en rouge, il marque les flux thermiques, les dégagements de chaleur. On observe qu'il y a deux types de flux thermiques. Il y a des anomalies négatives, c'est-à-dire que le flux de chaleur ici il est inférieur, ça au niveau des fosses océaniques. Voilà, une anomalie négative,
le flux de chaleur au niveau de la fosse, il est inférieur à la normale. C'est là, regardez le flux qui est négatif. On peut observer aussi une autre anomalie positive, c'est le flux de chaleur qui est très élevé au niveau des parties verticales de l'arc volcanique. Donc, déjà, un flux négatif, un flux qui est positif, ça veut dire qu'il y a des changements de chaleur dans ces régions. Pour les anomalies thermiques, on observe sur les isothermes ici, à des profondeurs superficielles, environ 100 par exemple, on regarde que 800 degrés Celsius, c'est les proche de la partie superficielle de l'écorce, mais au niveau de la fosse océanique, on remarque qu'en profondeur, il y a de faibles températures, on parle d'une anomalie thermique. De la même chose pour les autres, donc on remarque aussi qu'il y a un parallélisme entre la répartition des anomalies thermiques avec le plan de Benioff qui montre la répartition des foyers sismiques. Plus on s'enfonce vers la profondeur, plus on part de la fosse océanique vers la partie continentale, plus que l'anomalie thermique devient de plus en profondeur. Alors, on note un abaissement des lignes des isothermes sous la fosse continentale. Ceci il est dû à un refroidissement de cette zone par la croûte océanique qui s'enfuit dans le manteau froid. Remarquons ici, voilà, ce sont les anomalies thermiques. La deuxième des choses, on observe ici une augmentation, une élévation des isothermes par rapport à la normale. Donc, ce qui montre aussi qu'il y a une activité volcanique. Ce sont les zones par le magma, marquées par le magma chaud, bien sûr ascendant, qui provient de la profondeur, bien sûr parce que ici on a une zone volcanique, donc il y a une activité volcanique. Donc, on a deux anomalies, une anomalie négative et une anomalie positive. En résumé, la répartition des foyers sismiques d'une façon inclinée suivant le plan de Benioff. Deuxièmement, des anomalies thermiques observées telles que les anomalies négatives et la migration des isothermes d'une façon oblique. Ceci aboutit à quoi? À dire que il y a un phénomène de subduction. Ces deux caractéristiques ne s'expliquent que par un glissement d'une plaque lithosphérique océanique froide, c'est la plaque de Nazca, d'une façon oblique sur la plaque sud-américaine. C'est bien sûr le phénomène de subduction. Alors, la conclusion, d'après ce qu'on vient de voir, si on schématise, la plaque océanique qui s'enfonce, la plaque continentale qui est chevauchante et une activité volcanique marquée par le magma. Et là, on observe, c'est la zone des foyers sismiques. Voilà. Et là, c'est la plaque plongeante. Donc, c'est le phénomène de subduction. Donc, les anomalies thermiques positives témoignent d'une activité magmatique en profondeur et verticalement sous les volcans. Alors, maintenant, les prismes d'accrétion. C'est quoi les prismes d'accrétion? Observons le schéma. Voilà. Toujours, on a la plaque océanique, la croûte océanique, la croûte continentale et la lithosphère continentale. Et on observe en jaune qu'il y a des sédiments qui se marquent ici par des prismes. À quoi sont dus les prismes d'accrétion? Ils sont dus, bien sûr, à le déplacement de la croûte océanique vers la croûte continentale. Les sédiments qui existent sur la partie océanique, ils sont bien sûr empilés sous forme de prismes. Donc, il résulte de l'empilement des sédiments océaniques entre la fosse et la plaque continentale. Ces sédiments marins déposés sur la plaque océanique ne peuvent suivre l'enfouissement. Ces sédiments-là, ils ne peuvent pas ni plonger avec la lithosphère océanique, donc ils restent à la partie superficielle, accumulés, donc empilés là, sous forme de prismes. On les appelle donc les prismes d'accrétion. Maintenant, les caractéristiques tectoniques et pétrographiques.
Observons une coupe géologique dans les zones péruviennes. Au niveau du Pérou, on a différents types, d'abord, de déformations tectoniques. Il y a des plis, il y a des failles inverses. Comme on observe une répartition de différentes roches. On observe qu'il y a une activité volcanique. On parle des granodiorites. Il y a une activité volcanique. Voilà, il y a les volcans. Et il y a des terrains du primaire. Ce sont les terrains anciens. C'est ce qui reste des chaînes de montagnes hercyniennes et calédoniennes. Il y a aussi les sédiments du Crétacé. Voilà, ils ont subi des déformations. Et voilà, donc on observe qu'il y a une répartition très diversifiée de la partie tectonique. Maintenant, les ondes présentent donc certaines caractéristiques structurales et pétrographiques typiques des chaînes de subduction telles que, d'abord, des déformations simples, en général des plis de grande amplitude, associés à des failles inverses. Ces structures sont en éventail. Deuxièmement, on observe les prismes d'accrétion par l'accumulation des sédiments océaniques à l'avant des plaques chevauchantes au niveau de la fosse océanique. Troisièmement, des roches magmatiques. On assiste aussi à la présence des roches magmatiques telles que l'andésite et la granodiorite. On va se baser sur l'étude de ces dernières, c'est-à-dire de l'andésite et du granodiorite, pour voir quels sont les phénomènes magmatiques qui ont lieu au niveau des zones de subduction. Alors, si on prend l'andésite, observons donc l'andésite. Voilà, c'est la roche de l'andésite. Mais la lame mince de l'andésite, il montre qu'il y a une diversité de constituants qui sont de différentes tailles. On observe qu'il y a des minéraux de grande taille, c'est-à-dire leur cristallisation elle est complète, tels que l'amphibole, les feldspaths, du pyroxène. Donc la cristallisation elle est complète, ce qui montre bien sûr qu'il y a un refroidissement lent. On observe qu'il y a des microlithes, ce sont des petites particules qui montrent qu'il y a un refroidissement froid. Et il y a du verre qui a un état amorphe, c'est la partie noire là, qui montre qu'il y a un refroidissement très rapide. Donc on peut dire que l'andésite elle est formée par 3 étapes. Donc, on observe qu'il y a des phénocristaux, ils sont de grande taille. On observe aussi qu'il y a des microlithes, voilà les petites tailles. Mais on observe aussi qu'il y a une pâte vitreuse non cristallisée. Ceci va nous amener à dire que l'andésite est là une structure microlithique. La deuxième roche, c'est la granodiorite. Observons maintenant la granodiorite. Il a une structure qui diffère de celle de l'andésite. Le fait qu'il y a d'abord absence de verre. Les cristaux sont de grande taille, ce qui nous amène à dire qu'il y a une structure grenue, du fait que les cristaux sont de grande taille. Et l'absence de verre est entièrement cristallisée. On dira que la granodiorite il a une structure grenue. Alors en résumé, les étapes de formation de ces deux roches. Premièrement, pour la granodiorite, il est formé en profondeur, situé à un refroidissement lent, car l'absence de verre et de microlithes, et aussi la présence de minéraux cristallisés sur la totalité de la lame. Alors, on dira que la roche magmatique, elle est plutonique. Pour l'andésite, et c'est formé en 3 étapes. D'abord, les phénocristaux en profondeur dans la chambre magmatique. Ceci est dû à un refroidissement lent. Les microlithes pendant la remontée de la lave dans la cheminée, c'est un refroidissement qui est moyen.
Et la pâte vitreuse située suite à la consolidation du reste de la lave à la surface par refroidissement rapide. Voilà, donc la roche, l'andésite est là, c'est une roche qui est volcanique. Donc la granodiorite, c'est une roche plutonique qui est formée en profondeur. Par contre, l'andésite, c'est une roche volcanique qui est formée en 3 étapes. Conclusion, on déduit que la granodiorite et l'andésite proviennent de la cristallisation et la consolidation d'un même magma. Ce magma, il est dit un magma andésitique, typique des zones de subduction, mais à différents niveaux. Pour la granodiorite en profondeur et pour l'andésite, il est formé en surface. Question: quelle est l'origine du magma des zones de subduction? Alors, pour répondre à la question, suivez-moi sur la vidéo numéro 3.